Ceci est un boîtier de disque dur externe USB 3 qui contient un disque de 5 Teraoctets au format 3,5 pouces et il est en panne. Alors ce qui s'est passé, c'est que son propriétaire, qui est un membre de ma famille, l'a tout simplement alimenté avec une alimentation qui n'était pas du tout la sienne, mais celle d'un ordinateur portable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alimentation qui est vendue avec ce boîtier délivre une tension de 12 volts. Or, l'alimentation du PC portable qui a été utilisée par erreur fournit, elle, une tension de 19 volts, c'est-à-dire 58% de plus que ce qui est requis. C'est beaucoup, c'est même beaucoup trop parce qu'on est au-dessus du seuil de tolérance. Et ce qui a induit en erreur son propriétaire, c'est le fait que le connecteur de ces deux alimentations est identique. Bref, c'est une manipulation malheureuse, mais qui a eu une conséquence fatale. Alors pour l'instant, ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que la panne se situe au niveau du circuit imprimé du boîtier, ou au niveau du disque dur, ou carrément les deux. Donc je vais me pencher sur le problème, l'objectif étant de redonner vie au disque dur si la panne se situe à son niveau, pour que son propriétaire puisse au moins récupérer les données. Alors je vais déjà commencer par retirer le disque de ce boîtier externe, et pour info il s'agit d'un disque dur de 5 Teraoctets. On voit que la carte USB Versata qui permet d'utiliser ce disque dur en USB 3 est directement fixée sur le disque dur, donc il faut déjà la déconnecter. On l'examinera peut-être après, mais c'est pas sûr, pour le moment on reste focalisé sur le disque puisqu'il faut en faire le diagnostic. Les 4 petits tampons en caoutchouc qu'il a de part et d'autre lui serviront à rester en place dans le boîtier tout en encaissant les éventuels chocs et vibrations externes pour préserver le bon fonctionnement des têtes électromagnétiques et du plateau. Donc dans un premier temps, on va juste le tester avec ma station d'accueil pour voir comment il réagit. Eh bien, il ne réagit pas du tout. Le moteur ne s'est même pas lancé et aucun nouveau lecteur n'est apparu sous Windows, donc ça n'est pas très bon signe et il va falloir investiguer plus en profondeur sur sa carte contrôleur, du coup je la retire. Alors dans un instant je vous expliquerai à quoi servent tous ces composants, mais pour le moment je vais juste l'alimenter et voir ce qui s'y passe à travers la caméra thermique. Et instantanément on observe que la température grimpe localement en quelques secondes à plus de 70 degrés et une fumée grisâtre sort de la diode de puissance cerclée de rouge. Et la région blanche sur les images de la caméra thermique en bas à droite représente l'étendue de cette dissipation de chaleur. Voici la diode en question vue au microscope d'inspection, une brèche s'y est formée, c'est sans doute la conséquence d'un important claquage de sa jonction qui a subi une tension un peu trop élevée par rapport à ses caractéristiques. Et on voit aussi de l'autre côté que cette résistance de 2 ohms placée juste à côté de la diode après une teinte qui laisse supposer qu'elle pourrait aussi être affectée. Et d'ailleurs après l'avoir mesurée hors caméra, je peux confirmer qu'elle est bien HS. Alors hors caméra, j'ai aussi sondé certains autres composants et j'ai relevé des valeurs assez surprenantes qui me font dire que cette diode et cette résistance ne sont certainement pas les seuls composants qui ont morflé dans cette affaire. Donc je vais quand même les remplacer parce que ça va pas être très long à faire, mais j'ai quand même un sérieux doute sur le fait que ça réglera la panne. Mon instinct me dit que ça sera probablement plus compliqué que ça. La diode étant déjà bien fissurée, c'est complètement disloqué pendant que je la dessoudais à l'air chaud, mais ça n'est pas très grave. Je donne ensuite un petit coup de tresse à dessouder pour finir de retirer le surplus d'étain. Ensuite, application de nettoyant de flux. Alors c'est normal qu'il n'y ait pas de son parce que tout est filmé au microscope d'inspection. J'applique alors quelques points de soudure pour les deux composants à venir. Je commence par la résistance de 2 ohms. Et vient ensuite la diode. Et pour finir, on nettoie le tout. Voilà, j'ai réinstallé la platine dans le disque dur, je peux donc le remettre dans le dock pour le tester. Et il ne se passe rien, le moteur ne tourne pas, il n'y a pas non plus de nouveau lecteur ajouté à Windows. Bon, je suis pas vraiment surpris, j'avais même prévenu, mais au moins il n'y a plus de fumée au niveau de la diode. Bon, c'est un petit peu ce que je craignais. Alors, clairement, je vais pas commencer à me lancer dans une traque aux composants défaillants ou à entamer un processus de rétro-ingénierie de cette platine, parce que ça va être particulièrement chronophage et surtout parce qu'il y a une autre solution beaucoup moins coûteuse. Et cette solution, c'est tout simplement de la remplacer. Mais attention, avec un disque dur, il ne suffit pas de remplacer la platine pour que ça reparte du premier coup. Il faut avant tout
transférer les données du BIOS de l'ancienne platine vers la nouvelle. Et pour ça, on a globalement deux solutions. Alors, soit on utilise un programmateur d'EEPROM pour lire les données du BIOS de la carte en panne afin de les réécrire dans l'EEPROM de la nouvelle carte, et ça sans absolument rien dessouder. Soit on retire physiquement l'EEPROM de la carte en panne pour la replacer sur la nouvelle. Alors il n'est pas garanti que la première solution fonctionnera à coup sûr parce que on peut parfois se retrouver avec des erreurs de lecture dues au fait que on fait cette manipulation sans avoir extrait l'EEPROM du circuit imprimé. Par contre, c'est la plus rapide et la moins risquée, mais ça nécessite quand même d'avoir le matériel adéquat. Et pour la seconde solution, étant donné qu'on remplace physiquement une puce par une autre, c'est la plus fiable, mais c'est aussi la plus contraignante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander une nouvelle platine et commencer par la première solution. Et si jamais je rencontre un souci quelconque, je passerai à la seconde. Au moins, vous aurez vu les deux méthodes. Il existe plusieurs sites internet qui proposent des pièces détachées pour disques durs toutes marques confondues et c'est sur l'un d'entre eux que j'ai trouvé pour 35 € une platine pour cette référence de disque Seagate. Et il est bien précisé qu'elle est en condition usagée. Ça aura pris 9 jours pour arriver une fois la commande passée et a priori l'expédition s'est faite depuis la Chine et voici ce que j'ai reçu. Alors visuellement ça m'a l'air tout à fait convenable et avant de passer à la suite je vais en profiter pour passer en revue les composants et vous expliquer à quoi ils servent. Et on commence par la pièce principale, à savoir le contrôleur qui est ici. Il s'agit d'un microcontrôleur qui gère beaucoup de tâches. C'est par exemple lui qui est chargé de convertir les signaux analogiques en provenance des têtes du disque en informations numériques pendant le processus de lecture. Et inversement, pendant l'écriture, c'est aussi lui qui transforme en signaux analogiques pour ces mêmes têtes les données numériques qu'il reçoit. Mais il dispose aussi de bon nombre d'entrées-sorties pour contrôler à peu près tout sur le circuit imprimé et est doté d'une interface Serial ATA pour transmettre et recevoir les données sur le port SATA. Il a son propre quartz ici pour le cadencer à plusieurs dizaines de MHz, sachant qu'il effectue plusieurs millions d'opérations par seconde. Et ces 18 contacts de cuivre qui lui sont pour la plupart directement reliés assurent en fait la liaison avec les têtes situées dans le boîtier blindé. Et d'ailleurs, côté boîtier, le connecteur qui touche ces contacts de cuivre ressemble précisément à ça. Je vous parlais il y a quelques secondes de l'interface Serial ATA, ces connecteurs se trouvent ici et on peut observer qu'il y a deux paires différentielles pour les données, une pour la réception et une autre pour la transmission. Nous avons ici son EEPROM qui est le composant sur lequel on va s'attarder dans un instant puisqu'il contient les informations de configuration essentielles à la récupération des données du disque. Ensuite se trouve ici de la mémoire vive SDRAM qui est généralement de la DDR3 qui est directement gérée et exploitée par le microcontrôleur. Sa capacité mémoire définit en théorie la taille du cache du disque dur, mais selon les fabricants, ça peut varier. Cette pièce-là regroupe juste les trois contacts qui relient cette platine au moteur des plateaux du disque, et comme vous pouvez le constater, ils sont souples. Voici d'ailleurs à quoi ressemble l'autre élément qui est en contact avec eux, mais cette fois du côté du boîtier blindé. Et dans cette région, on trouve l'électronique analogique qui fait partie du contrôle de ce moteur. Ce circuit intégré-là est le contrôleur VCM, acronyme de Voice Coil Motor. Il est en charge de contrôler avec une extrême précision la vitesse de rotation du moteur ainsi que les mouvements des têtes du disque. Et c'est aussi lui qui consomme le plus de courant, c'est pourquoi il a toute une batterie de composants passifs autour de lui. Et ce petit composant-là est le capteur de choc qui permet de détecter des chocs excessifs et d'en informer immédiatement le contrôleur VCM pour qu'il bloque et parque les têtes du disque en quelques millisecondes. Mais ce système a ses limites, ça ne permet quand même pas de protéger le disque contre des chocs trop importants. Vous reconnaissez sans doute ici la diode qui s'était fissurée sur la précédente platine. En fait, toute cette partie de composants est la circuiterie de protection et de conversion du courant continu ainsi que de la régulation des tensions locales. On a de ce côté le connecteur d'alimentation SATA qui délivre le plus 12 volts, le plus 5 volts, le plus 3,3 volts, mais également la masse, donc potentiellement beaucoup de courant qui circule dans cette région qui ne fait que quelques centimètres carrés. Et avant de passer à la suite, par curiosité, on va faire une rapide inspection de cette platine au rayon X. Alors on constate qu'elle a un plan de masse qui couvre une surface assez importante dans la platine et aussi pas mal de pistes de cuivre relativement épaisses, signe qu'une grande quantité de courant circule dans la circuiterie et plus particulièrement dans sa portion analogique en rapport avec le moteur et les têtes. Par contre, il me semble pas y avoir beaucoup de couches internes, sans doute pas plus de 2, donc 4 en tout. On pourra d'ailleurs le vérifier en fin de vidéo en découpant un morceau de l'ancienne platine pour jeter un coup d'œil à sa tranche. Et d'ailleurs, je suis ici au-dessus du microcontrôleur de l'ancienne platine pour voir quelle est sa référence et je suis à peu près sûr que c'est une référence qui ne sera pas publiée dans un datasheet.
Donc c'est un circuit intégré fabriqué par LSI Logic pour Seagate, mais après vérification, cette référence TTB70002 ne figure dans aucune base de données. Ok, donc maintenant que vous connaissez les principaux composants qui se trouvent sur la platine électronique d'un disque dur, oui parce qu'aujourd'hui tous les disques durs à plateau fonctionnent de la même façon, on va pouvoir entamer la tentative de récupération des données. Et l'objectif, vous l'aurez compris, c'est d'aller lire le contenu de l'EEPROM de la platine endommagée, d'en faire un fichier binaire et de le réinjecter dans l'EEPROM de la nouvelle platine fonctionnelle. Et tout ça pour se retrouver dans la même configuration. Donc pour ça, je vais utiliser mon programmateur universel TL866 dont la pince à 8 broches vient croquer l'EEPROM pour que tous les contacts soient faits proprement avec ses pattes. Et bien entendu, la platine n'est surtout pas alimentée puisque seul l'EEPROM doit recevoir du courant. Et c'est maintenant depuis son logiciel que ça se passe. Donc le modèle de l'EEPROM est sélectionné. Je peux maintenant lancer la lecture de la mémoire. Très bien, aucune erreur à l'horizon. J'ai donc sauvegardé toutes ces informations binaires dans un fichier et je passe sur la nouvelle platine. J'installe la pince du programmateur sur son EEPROM. Comme entre-temps j'avais fermé le logiciel, je recharge le fichier binaire. Et je peux désormais injecter toutes ces données dans l'EEPROM, ce qui écrasera par la même occasion son contenu. Voilà. J'ai refixé la platine à son emplacement sur le disque dur, je vais donc pouvoir le tester. La notification sonore Windows d'un nouveau périphérique a retenti et en effet un nouveau lecteur F monte. Sauf que ce message n'est absolument pas censé s'afficher à ce stade. Alors ça par contre c'est pas normal du tout, s'il demande de formater le disque avant de l'utiliser, c'est qu'il n'a pas retrouvé la partition NTFS. J'ai une petite idée de la raison, mais je vous l'expliquerai dans un instant. Pour le moment, on va faire comme si de rien n'était et enchaîner sur la deuxième méthode qui consiste à greffer l'EEPROM de la platine défaillante sur la nouvelle fonctionnelle et on verra bien si ça permet de rétablir la situation. Je commence donc par retirer l'EEPROM de la platine en panne et pour ça j'utilise ma station à air chaud. Rappelez-vous, c'est celle sur laquelle est inscrite la datecode 1433. Et vous remarquerez aussi que j'ai placé du ruban de masquage Kapton tout autour pour ne pas que la chaleur affecte les autres composants de surface. Maintenant on passe à l'autre platine, celle qui est fonctionnelle. J'avais déjà un peu réchauffé la puce, c'est la raison pour laquelle le flux fond rapidement après l'avoir appliqué. Donc cet EEPROM ne sera jamais utilisé. Et je peux maintenant ressouder la première EEPROM à sa place. Et nettoyer le tout une fois terminé. Et une fois que j'ai eu fini l'opération et revissé la platine au boîtier, j'ai obtenu le même message juste après que Windows ait détecté sa présence dans la station d'accueil. Alors je vais vous donner mon explication du pourquoi, mais avant on va juste terminer la manipulation qui permet de recréer cette partition de 5 Teraoctets. Quand je regarde comment est configuré le partitionnement actuel, je m'aperçois qu'il y a 3 partitions, une de 582 Go, une autre de 1465 Go et une dernière de 2609 Go. Et figurez-vous que le propriétaire du disque m'a confirmé qu'il n'y avait qu'une seule partition de 5 Teraoctets avant la panne. Il n'a jamais créé 3 partitions, tout simplement parce qu'il ne sait pas comment on fait. Donc déjà, il faut les supprimer. Sauf que le disque est présentement au format MBR, donc il ne peut pas gérer la 3e partition. Et il ne peut pas la gérer parce qu'elle est supérieure à 2 Teraoctets. Et comme vous le savez, le format MBR a une limitation de taille de partition qui est de 2 Tera. Donc pour avoir une partition de 5 Teraoctets, il faut convertir auparavant le disque au format GPT. Qui est d'ailleurs en français un format qui est pas terrible en termes de nom, hein. Cette conversion se fait très facilement dans cet outil. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule partition qui prend toute la capacité du disque et sur laquelle on va pouvoir créer un volume formaté. Un nouveau lecteur F sera ajouté au système après le formatage et le disque redevient opérationnel. Alors, si on résume la situation, on peut dire que le disque a été remis en fonctionnement, mais que la phase de récupération des données a échoué, et ce malgré le fait que les 2 méthodes les plus conventionnelles ont été faites sans encombre. D'ailleurs, je précise que j'ai eu plusieurs fois à procéder à ce genre d'opération sur des disques de différentes marques, et de mémoire, je n'avais eu qu'une
qu'une seule fois un problème similaire est aussi dû à une surtension. La seule explication cohérente que je vois est que les données stockées dans l'EEPROM ont été électroniquement corrompues au moment où d'autres composants ont claqué. Et c'est tout à fait envisageable parce que je pense que la défaillance électrique ne s'est pas produite instantanément au moment où les 19 volts ont été injectés. Il a dû se passer une poignée de secondes durant lesquelles le système s'initialisait. Du coup, le processeur était certainement en train d'échanger avec l'EEPROM et il a été subitement interrompu sans pouvoir terminer proprement. Je pense que c'est ce qui s'est réellement passé et qui expliquerait que, après coup, le contenu de l'EEPROM aurait été erroné. Alors, bien évidemment, cette réparation reste financièrement intéressante parce qu'il n'y aura eu que 35 € à dépenser pour se retrouver à nouveau avec un disque dur de 5 Teraoctets fonctionnel. Sachant que, en passant par une boutique ou une société de service qui fait ce genre de réparation, ça aurait coûté beaucoup plus que 35 €. Avant de conclure, je vous avais dit qu'on regarderait combien de couches de cuivre contient cette platine en FR4. Eh ben, c'est le moment. Donc évidemment, je fais ça sur la platine en panne, Et je rappelle qu'il n'y a pas de son parce que je travaille sous le microscope d'inspection. Vous voyez la petite icône en haut à droite et que la caméra n'a pas de microphone. Mais je pense que les images sont assez explicites. Et voilà le résultat, on voit très bien 4 couches de cuivre, 2 internes et 2 externes, ce que j'avais supposé en voyant le cliché au rayon X. Ah oui, et sinon concernant la carte USB Versata, je l'ai rapidement sondée et elle a aussi claqué. Alors visuellement, c'est pas probant, mais les tensions de sortie ne sont absolument plus là. Mais bon, il n'y a vraiment aucun intérêt à faire une recherche de panne là-dessus. En plus, le disque dur va maintenant être utilisé comme disque interne et non plus externe, donc le boîtier est obsolète. Voilà, je vais pouvoir rendre ce disque dur à son propriétaire en lui expliquant ce qui s'est passé parce que je ne suis pas sûr qu'il verra la vidéo. Le prochain épisode devrait normalement concerner une thématique médicale et ça devrait en intéresser, à mon avis, beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans 2 ou 3 semaines. Ciao!